Et si personne ne vous croyait, alors que votre enfant a disparu, pas parce que vous exagérez, pas parce que vous êtes folle, juste parce que vous êtes une mère, trop émotive, trop inquiète, trop seule. Ils disent qu'elle s'est enfuie, qu'elle a dû fuguer, ou qu'elle reviendra dans quelques heures. Mais vous le sentez, vous le savez. Il s'est passé quelque chose, et ce n'est pas normal. Alors vous cherchez, pas parce que c'est votre devoir, mais parce que c'est vital, parce que si vous ne le faites pas, personne ne le fera. Dans cette histoire, il n'y a ni détective star, ni miracle. Il y a juste une mère, une femme ordinaire, prête à plonger dans les ténèbres pour retrouver ce qu'on lui a arraché. Mais ce qu'elle va découvrir, personne n'est prêt à l'entendre. Et tout commence par un matin qui ressemblait à tous les autres. Ce matin-là, elle portait un sweat bleu clair, un sac à dos rose usé et des baskets dépareillées. Elle avait 10 ans. Elle n'était pas en retard. Elle connaissait le chemin. Elle est partie à 7h42. Sa mère l'a regardée depuis la fenêtre comme tous les jours. Elle a levé la main une dernière fois. Pas un mot, juste un sourire. Et c'est là que tout s'est arrêté. À 7h50, le bus est passé. À 7h51, la voisine a dit ne l'avoir vu nulle part. À 8h10, l'école a confirmé son absence. À 8h12, le téléphone de la mère est tombé au sol, les mains tremblantes. Une disparition sans bruit, sans témoin, sans trace. Pas de cris, pas de lutte, pas de preuves. Une enfant s'est volatilisée en moins de 10 minutes entre la maison et l'arrêt de bus, et personne n'a rien vu. Mais le plus douloureux n'était pas encore arrivé. Ce qui brise le cœur, c'est ce qu'on va lui dire quand elle demande de l'aide. Elle est allée au commissariat les yeux rouges, la voix cassée par l'angoisse. Elle a expliqué chaque détail. L'horaire, le chemin, le bus, la voisine, l'uniforme. On l'a écoutée, brièvement. Puis on lui a dit la phrase qui hante toutes les mères. Elle a sûrement fugué. Attendez 48 heures. 48 heures. Comme si on pouvait chronométrer l'absence. Comme si chaque minute ne comptait pas. Comme si elle ne connaissait pas sa propre fille. Elle a insisté, supplié, montré les messages, les habitudes, le journal intime. Mais les visages en face restaient l'effroi, fonctionnels, fatigués. Il faut comprendre, madame. Des ados qui partent sans prévenir, on en voit tous les jours. Sauf qu'elle n'était pas une ado, et elle n'était pas partie. Elle avait disparu. Le monde, en quelques heures, s'était retourné contre elle. Et plus elle criait, moins on l'écoutait. Alors elle a décidé de faire ce que personne d'autre ne ferait pour elle. Chercher, seule. Et ce qu'elle allait découvrir allait changer tout ce qu'elle croyait savoir. Elle a imprimé ses premières affiches dans une supérette avec la photo la plus récente de sa fille, celle où elle rit, les cheveux décoiffés, les yeux pétillants. Elle a collé ses visages sur tous les murs de la ville. Poteaux, abribus, portes de magasins, un à un, en silence. Elle a parcouru le quartier, chaque ruelle, chaque raccourci. Elle a interrogé les commerçants, les chauffeurs, les passants. Certains lui répondaient, d'autres détournèrent les yeux, mal à l'aise. L'indifférence fait plus mal que le rejet. Son mari, il se taisait, il souffrait à sa manière, mais il ne cherchait plus. Ses amis, ils ont arrêté d'appeler. Tu dois faire ton deuil. Elle refusait de faire le deuil d'un corps qu'on n'avait jamais retrouvé. Alors elle a commencé à tout consigner. Les heures, les noms, les comportements étranges. Elle s'est transformée, un détective, une veilleuse, en survivante. Et un jour, ce n'est pas une personne qui a éveillé sa suspicion, c'est un détail que tout le monde avait oublié, mais pas elle. 3 semaines après la disparition, elle est retournée chez la voisine, juste pour revérifier, pour reposer les mêmes questions. Mais cette fois, la voisine a dit quelque chose qu'elle n'avait pas mentionné la première fois. « Ah, maintenant que vous me le dites, il y avait une voiture noire garée un peu plus bas, moteur allumé. Je ne l'avais jamais vue. Elle a noté l'heure exacte, le modèle approximatif. Elle l'a signalé à la police. Mais aucune suite. Alors elle a fouillé seule. Elle a remonté les caméras des magasins de la rue. Quand elles n'avaient pas été effacées, elle a fouillé les archives de photos de stationnement illégal. Elle a même suivi les caméras de circulation. Rien. Jusqu'au jour où elle est tombée sur une image floue, à la sortie d'une ruelle. Une voiture noire et une silhouette d'enfant, floue, en bordure du cadre. Le fichier n'était pas daté, la qualité, médiocre, mais son instinct lui hurlait que c'était elle.
Et c'est à partir de cette image que tout a basculé. Car ce n'était plus une disparition, c'était une prise. À partir de ce jour, elle n'a plus dormi. Elle a imprimé l'image floue. Elle l'a agrandie, recadrée, éclaircie, surlignée. Chaque pixel était une promesse, une torture. Elle ne parlait plus que de ça. À table, en voiture, en pleine nuit. Et lui, il l'écoutait au début. Il disait « On va la retrouver ». Mais ses yeux disaient autre chose, qu'il n'y croyait plus. Les silences sont devenus plus lourds que les cris. Elle passait ses soirées à traquer les traces numériques d'une voiture noire. Lui, il mangeait seul, les yeux dans le vide. Un soir, il a dit « Tu n'es plus là, tu ne me regardes même plus. Je souffre aussi, tu sais ». Elle a levé les yeux, mais elle n'a rien dit, parce qu'il avait raison, et parce qu'elle n'avait plus la force de porter une autre douleur que la sienne. Une semaine plus tard, il a fait sa valise, pas en claquant la porte, en pleurant, en demandant pardon, mais il est parti. Et elle est restée, avec ses fichiers, ses tableaux, ses images floues, et un trou immense, dans sa maison comme dans sa poitrine. Ce vide, elle l'a comblé avec de l'obsession, jusqu'au jour où, dans un carton oublié, elle a trouvé le journal intime de sa fille. Et dans ces pages, elle a lu un nom. Et ce nom, elle le connaissait bien, trop bien. C'était un carton banal, posé en haut d'une étagère, derrière de vieux cahiers d'école. Elle ne savait même plus qu'il existait. Elle l'a ouvert pour retrouver un vêtement, une odeur, un souvenir. Et c'est là qu'elle l'a vu. Un petit journal rose, orné d'autocollants. Son journal. Celui qu'elle n'avait jamais eu la force d'ouvrir. Les premières pages des terres légères. Des dessins, des mots d'enfants, des secrets innocents. Mais à mesure qu'elle tournait les pages, le ton changeait. Les phrases devenaient plus sombres, moins naïves. Puis ce prénom est apparu. D'abord une fois, puis deux, puis 10, toujours le même, toujours accompagné de phrases comme « Je ne veux pas y aller, il me regarde bizarrement, maman ne le croit pas capable de ça ». Son cœur s'est arrêté, parce que ce prénom, c'était celui d'un ami de la famille, quelqu'un de proche, quelqu'un qui venait souvent, quelqu'un en qui elle avait confiance. Et tout ce qu'elle croyait savoir s'est effondré en quelques lignes. Ce n'était plus une disparition, c'était une trahison, et désormais, elle savait où chercher. Elle n'a pas dormi cette nuit-là. Assise sur le sol, le journal sur les genoux, elle a relu chaque ligne. Encore et encore. Comme si en tournant les pages à l'envers, elle pouvait réécrire l'histoire. Le prénom, c'était Marc, un ami de longue date. Gentil, attentionné, serviable. Il était là aux anniversaires. Il apportait des cadeaux. Il appelait sa fille Petite Étoile. Et soudain, tout ce qu'elle croyait être de l'affection prenait un autre visage. Elle s'est souvenue d'un week-end, d'une fois où il avait proposé de la raccompagner chez une amie, d'un regard qu'elle avait surpris, qu'elle n'avait pas su interpréter. Elle s'est rappelé avoir senti quelque chose, mais comme tant d'autres, elle avait préféré ne pas y penser, jusqu'à ce que sa fille, dans ses pages, le dise sans le dire, des phrases codées, des peurs muettes, des silences entre les lignes. Alors elle a cherché, et elle a découvert qu'il avait déménagé juste après la disparition, qu'il avait quitté la ville sans prévenir, et que personne ne lui avait jamais posé de questions. Ce qu'elle allait faire ensuite allait tout changer, parce qu'à ce stade, elle ne voulait plus seulement comprendre, elle voulait qu'il parle. Elle savait qu'aller à la police ne suffirait pas. Elle l'avait déjà fait, 1 fois, 2 fois, 10 fois. Toujours la même réponse, pas assez d'éléments, pas de témoins, pas de corps. Et maintenant, un simple journal intime ne pouvait pas servir de preuve formelle. Alors elle a compris une chose. Si elle voulait la vérité, elle devrait la provoquer elle-même. Elle a passé 2 nuits entières à créer un faux profil sur les réseaux sociaux. Nom inventé, photos prises dans des banques d'images, biographie plausible. Elle a choisi quelque chose de crédible, une ancienne camarade de lycée, récemment retombée par hasard sur une vieille photo de groupe. Elle l'a trouvée rapidement. Son compte était discret mais actif. Et quand elle a envoyé le premier message, il a répondu en moins d'1 heure. Au début, elle a simplement bavardé. Des banalités. Des souvenirs reconstitués à partir de ce qu'elle savait de lui. Elle a évoqué un week-end au lac, quelques mois avant la disparition. Une soirée entre amis. Tu te souviens? Ta voiture noire, les marshmallows grillés. C'était bien. Il a répondu « Ah oui, ce week-end-là ». Puis, silence. Le lendemain, elle a appelé. Et il a décroché.
Sa voix était presque la même que dans ses souvenirs, mais quelque chose avait changé. Il parlait lentement, avec prudence, mais aussi avec cette pointe d'arrogance qu'elle connaissait trop bien. Elle a fait semblant de se tromper de nom, de mélanger les dates, de se souvenir, juste d'une petite fille, blonde. Elle n'était pas avec vous ce soir-là, et il a ri, un rire bref, nerveux. Puis il a dit, presque à voix basse comme pour lui-même, « Elle me faisait confiance. C'était si facile. » La phrase a résonné comme une gifle. Elle a senti ses mains trembler, mais elle n'a pas raccroché. Elle a continué à parler, à le faire parler. Et pendant tout ce temps, elle enregistrait l'appel. Le lendemain matin, elle est retournée au commissariat, pour la dernière fois, pas en suppliant, pas en pleurant, mais avec une clé USB dans la main. Et cette fois, ils ne l'ont pas regardée comme une folle. Ils ne l'ont pas interrompue. Ils ont écouté, jusqu'au bout. Puis l'un des officiers a levé les yeux vers elle, les traits tendus. « Madame, on est désolé. » Elle aurait voulu se réjouir, crier, pleurer. Mais au fond d'elle, quelque chose résistait. Et elle avait raison, car ce qu'elle allait apprendre dans les jours suivants allait détruire jusqu'au dernier morceau d'espoir qu'elle gardait en elle. 3 jours après l'appel, Marc a été arrêté, retrouvé dans une ville voisine, sous une fausse identité. Il vivait seul dans une maison de plain-pied, sans enfants, sans visite. Il n'a pas résisté, il n'a pas nié, mais il n'a rien dit non plus. Lors de son audition, il a gardé le silence. Pas un mot sur la fille, pas un mot sur cette nuit. Les enquêteurs ont perquisitionné sa maison, fouillé ses disques durs, analysé ses déplacements, mais aucune trace directe de l'enfant. Rien qu'on puisse utiliser pour fermer le dossier. Juste ce silence poisseux, cette absence de remords, et un enregistrement. Le seul, celui que la mère avait piégé. Le procès était prévu pour l'année suivante, mais Marc n'aura jamais eu à s'expliquer. Il est mort en détention, officiellement d'un arrêt cardiaque. Pas de confrontation, pas d'aveu, juste un dernier silence, étouffant. Pendant des mois, elle a continué à chercher. Elle ne pouvait pas se contenter d'un coupable sans vérité. Presque 1 an jour pour jour après la disparition, alors que la douleur semblait vouloir s'installer à jamais, quelque chose attire son attention. En triant d'anciens relevés bancaires laissés sur un coin de table, elle tombe sur une transaction anodine, presque effacée par le temps. La location d'un petit chalet dans une zone boisée à plus de 2 heures de route. Ce détail n'avait jamais été mentionné dans l'enquête. Ce lieu n'avait jamais été perquisitionné. Elle y voit d'un fil, le premier depuis des mois, et elle tire. Un matin, sans prévenir personne, elle prend sa voiture et roule jusqu'à cette cabane cachée sous les pins, à moitié ensevelie par les feuilles mortes et l'oubli. L'endroit est figé, lourd, le genre de silence qui parle trop. En contournant l'arrière du chalet, près d'un vieux puits condamné, elle voit un morceau de tissu émerger de la terre humide. Ses jambes tremblent. Elle comprend, mais refuse encore d'y croire. Elle reste figée un long moment, le souffle court, incapable de bouger. Puis, dans un geste qui lui coûte tout ce qu'il lui reste de force, elle prend son téléphone et appelle la police, prête à affronter ce qu'elle redoutait déjà. Les secours arrivent plus tard. Le test ADN ne laisse aucun doute. Sa fille était là, depuis tout ce temps. Ce jour-là, elle ne pleure pas. Pas encore. Ce jour-là, elle regarde le ciel. Ce n'était plus une enquête. Ce n'était plus une guerre. C'était un adieu. Et dans cet adieu, elle a trouvé quelque chose de plus puissant que la haine. La certitude. Elle a enterré sa fille dans une robe blanche. Une robe simple, douce, choisie pour ce qu'elle aurait dû vivre. Le cercueil était petit, le silence immense. Mais pour la première fois depuis des années, elle n'était plus suspendue à un peut-être. Elle savait, et ce savoir, aussi cruel soit-il, lui a rendu une forme de paix. Le deuil a commencé là, pas quand elle a disparu, pas quand Marc a été arrêté, mais le jour où elle a pu lui dire au revoir. Et à partir de ce jour, elle a décidé que plus jamais une autre mère ne traverserait cela seule. Elle a pris sa douleur et l'a transformée en combat. Elle a créé des groupes de soutien, formé des bénévoles, ouvert des lignes d'alerte. Elle a raconté son histoire non pas pour choquer, mais pour prévenir, pour alerter, pour protéger. Et chaque fois qu'elle prend la parole, elle commence par ces mots. « Je ne suis pas une experte, je suis juste une mère qui a refusé d'abandonner. » Et ceux qui l'écoutent savent, ce qu'elle a vécu pourrait arriver à n'importe qui.